Bonjour mes chers amis, vous allez bien j'espère. Moi ça va également. Mon nom est Justin Sommet, membre des Pèlerins de Saint-Michel. Aujourd'hui j'ai une histoire à vous raconter, importante et très profonde. Alors pour mieux appréhender toute sa profondeur, nous allons aller tout doucement, pas à pas, étape par étape, palier par palier. Restez donc attentifs. Ce n'est pas une histoire romantique, ni un conte de fées, encore moins un récit de fiction. C'est une histoire vraie, vécue. Elle est bien réelle, même si on nous l'a très souvent racontée autrement. Il s'agit de l'histoire du contrôle bancaire aux États-Unis que le journal Vers Demain a publié aux années 2009. Donc cette histoire ne quitte pas non plus le cadre de notre combat, le combat des pèlerins de Saint-Michel, qui est de dénoncer surtout le système financier actuel qui assujettit l'homme au lieu de le servir. Donc c'est avec force que nous dénonçons la dictature des banquiers. D'emblée, il faut noter que quand on parle de la dictature des banquiers et leur système d'argent-dette, cela ne se limite pas seulement au Canada, mais s'étend dans tous les pays du monde. C'est pourquoi nous pensons qu'il suffirait qu'un seul pays se libère de cette dictature et donne l'exemple de ce que pourrait être un système d'argent honnête, émis sans intérêt et sans dette par un office national de crédit qui représenterait la richesse réelle de la nation, pour que le système d'argent-dette des banquiers s'écroule dans le monde entier. Cette lutte des financiers internationaux pour installer les systèmes frauduleux d'argent-dette a été particulièrement virulente aux États-Unis depuis le tout début de leur existence, où les faits montrent que plusieurs hommes d'État américains étaient bien au courant du système d'argent malhonnête que les financiers voulaient imposer et de tous les malheurs qu'il entraînerait pour l'Amérique. Ces hommes d'État étaient de véritables patriotes qui ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour conserver aux États-Unis un système d'argent honnête, libre du contrôle des financiers. Les financiers font tout pour garder la population dans l'ignorance. Ils font tout pour tenir cachée cette facette de l'histoire des États-Unis, de peur que l'exemple de ces patriotes ne soit suivi encore aujourd'hui. Et ce sont ces faits que nous tenons à vous raconter aujourd'hui par cette série de vidéos. Mes chers amis, nous sommes en 1750. Les États-Unis d'Amérique n'existaient pas encore. Ce sont les 13 colonies sur le continent américain qui forment ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre, une possession de la mère patrie, l'Angleterre. Un homme du nom de Benjamin Franklin, qui est abolitionniste, un naturaliste, un inventeur, écrivain, éditeur et imprimeur, écrivait de la population de son temps. Impossible de trouver de population plus heureuse et plus prospère sur toute la surface du globe. Faisant rapport en Angleterre, on lui demanda le secret de cette prospérité dans les colonies, alors que la misère régnait dans la mère patrie. Une demande logique. Comment se fait-il que les 13 colonies qui appartenaient à l'Angleterre soient plus prospères que l'Angleterre elle-même, qui est la mère patrie? C'est bien simple, répondit Franklin. Dans les colonies, nous émettons notre propre papier-monnaie. Nous l'appelons colonial script. Et nous en émettons assez pour faire passer facilement tous les produits des producteurs aux consommateurs. Créant ainsi notre propre papier-monnaie, nous contrôlons notre pouvoir d'achat et nous n'avons aucun intérêt à payer à personne. Chose qui ne serait pas sans conséquence. Alors, les banquiers anglais mis au courant firent adopter par le Parlement anglais une loi défendant aux colonies de se servir de leur monnaie scrite et leur ordonnant de se servir uniquement
de la monnaie dette d'or et d'argent des banquiers qui étaient fournis en quantité insuffisante. La circulation monétaire dans les colonies se trouva ainsi diminuée de moitié. Savez-vous ce qui va se passer avec cette nouvelle mesure? En un an seulement, dit Franklin, les conditions changeaient tellement que l'ère de prospérité se termina et une dépression s'installa, à tel que les rues des colonies étaient remplies de chômeurs. Alors advint la guerre contre l'Angleterre et la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776. Ce n'est pas ce que les manuels d'histoire enseignent. En effet, les manuels enseignent forcément que la révolution américaine était due à la taxe sur le thé que nous consommons là. Mais Franklin déclara, les colonies auraient volontiers supporté l'insignifiante taxe sur le thé et autres articles sans la pauvreté causée par la mauvaise influence des banquiers anglais sur le Parlement, ce qui a créé dans les colonies la haine de l'Angleterre et causé la guerre de la Révolution. Les pères fondateurs des États-Unis, ayant tous ces faits en mémoire, et pour se protéger de l'exploitation des banquiers internationaux, prirent bien soin de stipuler clairement dans la Constitution américaine, signée à Philadelphie en 1787, dans l'article 1, section 8, paragraphe 5, je cite, « C'est au Congrès qu'appartiendra le droit de frapper l'argent et d'en régler la valeur. » Mais est-ce que les banquiers vont-ils lâcher le morceau? Non, les banquiers ne lâchèrent pas le morceau. Leur représentant, Alexander Hamilton, fut nommé secrétaire du Trésor, l'équivalent de notre ministre des Finances ici au Canada. Il fut donc nommé dans le cabinet de George Washington et se fit l'avocat d'une banque nationale privée et de la création d'un argent dette avec de faux arguments tels que, je cite, « une dette nationale, pourvu qu'elle ne soit pas excessive, est une bénédiction nationale. Le gouvernement se montrera sage en renonçant à l'usage d'un expédient aussi séduisant et dangereux, soit d'émettre son propre papier-monnaie. » Fin de citation. Hamilton leur fit aussi accroire que seul l'argent dette des banquiers privés était valable dans les transactions avec les pays étrangers. Cependant, Thomas Jefferson, le secrétaire d'État, était fortement opposé à ce projet. Malheureusement, le président Washington se laissa finalement convaincre par les arguments d'Hamilton. Une banque nationale fut donc créée en 1791, la Bank of the United States, avec une charte d'une durée de 20 ans. Quoique nommée Banque des États-Unis, elle était plus véritablement la banque des banquiers, puisqu'elle n'appartenait pas du tout à la nation, au gouvernement américain, mais appartenait plutôt aux individus détenteurs des actions de la banque, c'est-à-dire les banquiers privés. Le nom de Banque des États-Unis fut délibérément choisi dans le but de laisser croire à la population américaine qu'elle était la propriété de la banque, ce qui n'était pas du tout le cas. La charte expira en 1811, donc 20 ans après, et le Congrès vota contre son renouvellement grâce à l'influence de Jefferson et d'Andrew Jackson. Et voilà que Andrew Jackson va dire, je cite, « Si le Congrès a le droit, d'après la Constitution, d'émettre du papier-monnaie, ce droit leur a été donné pour être utilisé par eux seuls, non pas pour être délégué à des individus ou des compagnies privées. » Mes chers amis, ainsi s'est terminée l'histoire de la première banque des États-Unis. Mais notre histoire dans son ensemble ne se termine pas là. Certes, c'est la fin de la première banque des États-Unis. Ce n'est pas la fin de l'histoire des banques aux États-Unis, car les banquiers n'avaient pas dit leurs derniers mots. Que feront-ils? Qu'est-ce qui va se passer? Cela fera l'objet de notre prochaine vidéo. Alors, mon cher ami, si tu as aimé cette vidéo,
Partage-la massivement et reste connectés avec nous pour la suite de notre histoire et de plein d'autres vidéos très intéressantes en lien avec la démocratie économique, les crédits sociaux, le dividende social. Merci pour votre aimable attention. À la prochaine.